pose la question de la densité avec deux invités à mes côtés en plateau. Il a enlevé son masque à l'instant, mais il l'avait bien quand il a circulé. On vous le redit, hein, on est hyper à cheval sur les conditions sanitaires. C'est Sylvain Grisot, urbaniste, auteur de Manifeste pour un urbanisme circulaire pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Je parle du livre une fois, vous nous direz une fois que pour l'instant il n'est plus trop dispo, mais il va revenir, voilà. Et vous êtes fondateur de l'agence nantaise Dixit.net, hein, c'est bien cela, agence de conseil et d'innovation urbaine. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour vous présenter, Sylvain. Et puis à distance, avec nous, Anne Lambert. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, directrice de l'unité de recherche logement, inégalité spatiale et trajectoire. Et vous êtes auteur du livre qu'on va voir, Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire. Quelque chose me dit que dans la table ronde d'avant, il y a eu plein de fois où vous aviez envie d'intervenir, mais où vous avez dû patienter un petit peu. Si vous voulez bien, je vais déjà poser quelques questions à Sylvain. Ensuite, je viens avec vous, Anne, et puis on va faire comme la table ronde d'avant. Je vais vous faire échanger. Et le chat hyper actif, vraiment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous qui nous regardez, évidemment, on ne peut pas répondre à toutes vos questions. J'ai vraiment essayé d'en passer un maximum. Mais pour les autres, il ne faut pas nous en vouloir. Hein. On n'a juste pas le temps. Voilà. Donc, mais j'espère que vous serez quand même toujours actifs sur le chat parce qu'on a besoin de votre participation. Sylvain Grisot, urbaniste. Donc, avons-nous un problème de densité avec nos villes? C'est ma première question. Ah oui, c'est une sacrée question. Ouais. Moi, j'ai pas de problème de densité avec nos villes. Après, est-ce qu'on en a un? Je ne sais pas collectivement. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle pas du même sujet. On parle pas tous de la même chose. C'est-à-dire On parle souvent de densité en imaginant globalement la ligne 13 du métro parisien ou des R+8, des immeubles importants, etc. C'est pas le quotidien de ce qu'est la ville française. Enfin, Paris n'est pas la France, hein, ou le cœur de nos métropoles, c'est pas la France. Donc on a un problème, à mon sens, de densification, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait plus sur la ville existante. Et la ville existante aujourd'hui, elle n'est pas hyper dense en France. Elle est pas... Alors ça j'ai dit qu'on allait tordre le cou à quelques idées reçues. Vous venez de le faire. Qu'est-ce qui vous fait dire que la ville n'est pas très dense aujourd'hui en fait? Aujourd'hui, si on prend... Alors là, on a manipulé pas mal de concepts aujourd'hui. On a parlé d'artificialisation, etc., etc. Si on parle des sols artificialisés, c'est-à-dire des sols urbains, on a quelques données quand même, notamment des données de 2014. 48% des sols artificialisés, c'est globalement des routes, des parkings ou des lignes de train. 48% de la surface de la ville. Donc on dit qu'on bétonne la campagne, mais non, on ne bétonne pas en fait, on enrobe, on met de l'enrobé sur des sols agricoles pour l'essentiel. On a 18% de la surface de la ville qui est bâtie. Donc finalement, ce qu'est la ville, c'est pas du bâtiment, c'est pas du minéral. Et on est loin d'être sur quelque chose d'hyper minéralisé en général, en tout cas en France. Si je caricature, on casse quelques parkings, on casse quelques gros échangeurs, on casse des grands axes réservés aux voitures aujourd'hui, et on peut construire dessus en fait. En fait, on a de la place. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a de la place. Aujourd'hui, l'essentiel de notre ville, c'est le périurbain, où c'est des espaces qui sont sous-denses. Donc c'est par exemple des lotissements avec des parcelles qui sont trop grandes. On a 2/3 des logements individuels en France qui sont considérés par l'INSEE comme étant sous-occupés. Donc peut-être qu'on peut en faire plus. On a des zones d'activité, ça a été dit tout à l'heure, sur lesquelles on a la capacité de faire plus. On a des friches, etc., etc. Donc avant d'avoir ce sujet emblématique du R+8 à planter en plein milieu d'un quartier résidentiel, ce qui est un sujet, dans certains coins, on a un sujet beaucoup plus général de densification, c'est-à-dire comment faire plus de villes dans la surface de la ville existante. Et ça, c'est possible. Vous dites c'est possible. Alors on va en débattre après, savoir si... il faut le faire maintenant, comment on peut le faire et comment on peut le rendre aussi acceptable. Il y a un problème aussi, vous dites souvent, Sylvain Grisot, et là je vais aider les gens qui sont en régie, c'est la slide numéro 13. Il y a un problème de sous-occupation des logements existants également, me semble-t-il. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'on a des logements qui ne sont pas suffisamment... En fait, j'ai dit la 13. C'est sans doute après. Ah ben non, ça ne doit pas être celle-ci, je ne sais pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On a trop de visuels pour vous, Sylvain, on s'y perd.
c'est pas grave. En fait, on a une question, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure mieux que je pourrais le faire, mais on a une question de parcours résidentiel. Et aujourd'hui, on construit pour la vie. Et on a beaucoup construit, en fait, dans les années 80, 90, 2000, notamment de lotissements, notamment de grandes maisons. Et aujourd'hui, elles sont sous-occupées, non pas qu'elles sont mal habitées, hein, mais simplement les enfants sont partis. Et on a des logements qui aujourd'hui sont en général, de façon assez massive, inadaptée, notamment au vieillissement. Et sur lequel on n'a pas cette grande qualité qui était pointée dans le sondage, qui est cette qualité de la proximité, qui est d'autant plus importante quand on vieillit notamment. Je vais quand même montrer 2 de vos visuels. Un premier, là, c'est celui-ci, c'est pour que vous nous fassiez le distinguo entre ce que vous appelez l'urbanisme linéaire, qu'on voit là. Et puis après, si j'avance, on aura l'urbanisme circulaire. Alors l'idée, c'est de donner des clés de lecture. C'est pas des grands concepts. On est d'accord. C'est des choses extrêmement pratiques. Mais finalement, tout ce qu'on a dit depuis ce matin, ça correspond à l'urbanisme linéaire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on sait très bien faire et ce qu'on fait depuis finalement moins d'une 50aine d'années en France. C'est-à-dire, on sait aménager, on sait construire, consommer du sol, essentiellement du terrain foncier, pour répondre à des besoins. Donc, tout nouveau besoin, nouveaux bâtiments et consommation de sol. Et l'alternative qu'il faut qu'on recherche aujourd'hui, c'est finalement utiliser mieux les sols déjà artificialisés en rajoutant finalement de l'usage urbain. Alors ça ne veut pas dire nécessairement construire, ça peut vouloir dire notamment éviter de construire en intensifiant l'usage des bâtiments qui sont déjà là, éviter de déconstruire en transformant ceux qui sont là, et puis éviter de s'étaler, in fine, éviter d'artificialiser les sols, notamment en densifiant, et puis en recyclant des espaces que sont notamment les friches. Donc ça, c'est les alternatives, c'est finalement le modèle qu'on met déjà, mais de façon marginale en place en France. Il y a déjà beaucoup de pionniers, on sait faire tout ça. La question, c'est comment on le massifie très, très vite. Alors, quand on parle, et c'est dans le titre de cette table ronde, on parle de la ville du futur, et en même temps que je vous parle, il faut être hyper agile. Voilà, j'ai trouvé, je crois, le visuel que je voulais. Vous dites, il va falloir arrêter de penser le développement avec la voiture en son cœur. C'est ça? Et ça boucle aussi, pour moi, un peu avec la table ronde d'avant. Alors, complètement. En fait, si on reprend cette histoire-là, en fait, on a un problème de référentiel. Aujourd'hui, là, on est en train de se dire comment est-ce qu'on va réduire l'étalement urbain alors que c'est un élément absolument essentiel de notre façon de faire la ville. Sauf que l'étalement urbain, c'est quelque chose de très récent, en fait. Ça a 50 ans en France. Et même plutôt 40. Ça commence et s'est inventé au début des années 70. Et ça s'est développé en parallèle des infrastructures routières, surtout après la décentralisation, après 1982. Donc c'est récent, sauf qu'on a toujours connu que ça. Donc c'est notre normal. On parle beaucoup du nouveau normal en ce moment. Donc on a une espèce d'effet de rupture. Et en effet, à la base de tout ça, alors ce n'est pas la voiture le problème, c'est le système automobile dans sa globalité auquel on a délégué finalement notre façon de faire la ville. Et ça a été dit tout à l'heure, notamment en dissociant les fonctions, donc en éloignant progressivement, notamment les espaces résidentiels avec l'emploi. Donc si je résume, et vraiment pour cette introduction, parce qu'on a le temps après d'en débattre, votre pensée par rapport à cette question de la densité de demain finalement, mais qu'il faut travailler dès aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas se tromper on peut encore densifier, on n'a pas de problème avec ça. On peut densifier à peu près partout, et il faut sans doute le faire différemment, il faut sans doute le faire beaucoup mieux. Notamment dans le cœur des métropoles, mais pas seulement. Et on a la capacité d'avoir plus de villes, finalement, dans beaucoup d'espaces qui sont déjà urbanisés. C'est ça la clé. Et on l'a dit, ce n'est pas que le cœur urbain des métropoles. Alors, déjà, je réponds rapidement avant de venir vers vous, Anne Lambert. Oui, R+8. Que Sylvain Grisot a employé, ça veut bien dire rez-de-chaussée plus 8 étages. Voilà, parce que je pense que pour certains... C'est ce qu'on imagine pour se faire peur quand on parle de densité. C'est un peu la caricature de la densité, c'est les grands immeubles qu'on va venir mettre au bout de votre jardin, en fait. On est un peu là-dessus. Et quelqu'un nous disait, on peut faire des parcelles plus petites, c'est Tania Parr qui nous dit ça, mais il faut en contrepartie avoir des espaces verts, des aires de jeu accessibles à moins de 5 minutes des logements. Au moins. Il faut au moins ça. Voilà. Il faut beaucoup de végétal, bien, en fait, beaucoup de nature, et finalement, on se voit qu'on a de la place dans la ville, et notamment quand je parle de tous ces délaissés ou de ces espaces qui sont délégués, occupés, finalement squattés par le système automobile, notamment tous ces espaces de stationnement. Anne Lambert, je vous rejoins. J'espère que vous nous entendez bien. Nous, en tout cas, on vous voit bien, et je crois qu'on vous entend bien. Alors, on vient de poser 2-3 éléments importants avec Sylvain Grisot sur cette notion
notion de densité. Or, il paraît, Anne Lambert, mais vous allez me dire si c'est vrai, que finalement la population française rêve en général de son pavillon. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, si on prend les sondages qui sont régulièrement financés effectivement pour mesurer de manière très dichotomique l'appétence des Français pour l'individuel versus le collectif. Mais bon, ces sondages et ces résultats sont à prendre avec beaucoup de pincettes, puisqu'il y a déjà un problème dans la manière de poser les questions. On fait comme s'il y avait une dichotomie individuelle-collectif. Tous les intervenants de la journée l'expliquent, qu'il y a un continuum de situations et du coup, on ne donne pas l'opportunité d'exprimer des choix plus nuancés ou plus subtils. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, on place les ménages dans une situation qui répond à ces sondages complètement absurde, qui est que cette préférence, elle est déconnectée de l'offre réelle de logement, de la situation réelle de logement à laquelle ils peuvent prétendre parce que situation de l'emploi, parce que niveau de revenu fixé, etc. Et puis la troisième précaution que je dirais, c'est de toujours lire ces sondages en stratifiant par âge, c'est-à-dire en regardant les préférences exprimées en fonction de la catégorie d'âge. On voit que l'appétence pour l'habitat pavillonnaire, comme vous dites, le pavillon individuel isolé, il augmente avec l'âge. Les jeunes et les jeunes familles, elles n'en rêvent pas forcément, mais pour différentes raisons qu'on pourra évoquer. Dans l'enquête d'opinion qui a été réalisée à l'occasion de ce colloque et dont nous avons parlé ce matin, d'ailleurs je rappelle que les résultats sont disponibles sur le site du département de Loire-Atlantique, on voyait, donc l'enquête a été menée auprès entre autres du grand public, voilà, ressortait dans la qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui nous semble le plus important dans le choix de notre logement. Il y avait l'idée et ce paradoxe, je veux vivre au calme, mais je veux être proche de tout. Alors comment on fait ça? Ça vous fait rire, Anne Lambert, mais c'est vrai que ça semble... Non. C'est un paradoxe ou pas? Non. Alors Sylvain Grisot, à qui je vais donner la parole après, me dit non, c'est pas un paradoxe. Vous en pensez quoi, Anne? C'est une question effectivement de politique d'aménagement, donc c'est pas un paradoxe dans la réponse empirique qu'on peut apporter. Par contre, du point de vue des ménages à l'heure actuelle, c'est effectivement une forme de hiatus, on va dire, entre l'expression d'un souhait de vivre en maison individuelle relativement isolée et de vouloir accéder à des services publics, des emplois, etc. à proximité, qui s'est traduit, un mouvement qui s'est traduit récemment à l'automne dernier, d'une certaine manière, dans le mouvement des Gilets jaunes. On voit qu'il y a la volonté d'habiter de manière calme, isolée, etc. et en même temps la volonté d'être proche d'un certain nombre de services qui coûtent de l'argent, qui nécessitent des impôts pour les financer, etc. Et à un moment, il y va de la responsabilité des autorités politiques, des aménageurs, de dire mais c'est pas possible de faire ça comme ça, ou en tout cas ça coûte et il faut consentir à payer de l'impôt et réaménager comme il faut le territoire. Mais moi, j'ai retenu du sondage que le département a fait passer le chiffre de 70% d'individus qui seraient prêts à habiter dans des villes si elles étaient accessibles financièrement, si elles étaient accessibles géographiquement et qui pouvaient faire dans ces villes un certain nombre d'activités à pied ou à vélo. Et ça, c'est vrai que c'est un chiffre qui est intéressant puisque ça contrebalance l'idée aussi qu'il y a un désir massif pour l'habitat individuel isolé. On voit que ce n'est pas la densité qui pose problème, c'est la densité mal organisée ou comme le dit notre invité sur le plateau, c'est la densité très haute de l'Île-de-France qui fait peur. Mais effectivement, pas toute forme de densité urbaine en tout cas. Sylvain Grisot, vous vouliez... Alors, donc, vous ne voyez pas de paradoxe d'abord dans le calme et proche de tout, première chose, et puis peut-être une réaction à ce que disait Anne Lambert à l'instant. Non, moi j'adhère complètement. Aujourd'hui, globalement, ça fait plusieurs dizaines d'années, globalement, depuis Albin Chalandon, sur lequel on a créé cette image du pavillon comme étant le lieu idéal avec la Chalandonnette. C'est le début et le démarrage de ce rêve pavillonnaire. Ça fait 50 ans qu'on demande aux Français, vous préférez vivre dans une cage à lapins ou dans un pavillon ? Moi, je n'ai pas fait le sondage, mais si on leur demandait « vous préférez vivre dans un pavillon ou dans un château », je pense qu'ils diraient « on préférerait vivre dans un château ». En fait, la question, c'est aussi, à un moment, ce qu'on propose. Et moi, le fait d'avoir une ville qui amène du calme, de l'extérieur et de la proximité, ça me semble être un très bon objectif de ville. De ville, on n'est pas en train de parler d'un pavillon, on est en train de parler de besoins. Est-ce qu'on sait faire ça? Est-ce que la ville est capable aujourd'hui d'apporter ça? Il y a une double question derrière ça, c'est est-ce qu'on sait faire la ville comme ça? Est-ce qu'on sait faire une ville qui donne envie? Et est-ce qu'on sait aussi donner envie de la ville?
Hein, donner envie de ville, c'est la question du récit qu'on abordait ce matin. Mais on n'est plus en train de parler de pavillon ou de forme urbaine. Hein. Oui, bien sûr. C'est plus la question, en fait. Et la ville, elle sait ou elle ne sait pas faire? Elle pourrait savoir. Aujourd'hui, on s'aperçoit... Donc, elle ne sait pas complètement encore. Non, c'est loin d'être idéal, tout à fait. Et du coup, ça me fait penser, Anne Lambert, alors, on a beaucoup parlé aussi, depuis le début de ce colloque, de récit. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens, hein, pour les convaincre, pour faire avancer leurs pensées aussi. J'imagine que là, c'est vrai qu'avec la crise, alors moi je regarde un peu les médias, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que tout le monde est en train de fuir à la campagne. Je ne suis pas certaine que ce soit complètement la réalité. Et quelque part, je viens de la campagne et j'ai envie de dire aux gens, ah ouais, mais attends, la campagne, c'est pas complètement comme on pourrait l'imaginer et le fantasmer. Donc en gros, pour dire, est-ce qu'on n'a pas un petit problème de récit, pour reprendre le terme de Virginie Resson ce matin, de récit sur ce qu'est la réalité, ce qu'elle devrait peut-être être, mais en tout cas communiquer correctement et dire la vérité aux gens, peut-être tout simplement. Il y a deux problèmes de récit. Il y a le problème qu'on n'a pas de grand récit d'aménagement du pays aujourd'hui pour différentes raisons d'évolution de l'urbanisme, de code d'urbanisme, de la construction, etc. Et puis après, aujourd'hui, on a du coup, dans l'absence de grands récits sur l'aménagement de notre territoire, on a des presses spécialisées, des groupes d'intérêt qui promeuvent un certain nombre d'idées pour soutenir l'activité économique dans leur secteur. Et là, ce qu'on voit en ce moment sur la revanche du pavillon, de la campagne, etc., ça correspond certainement pour partie à des paniques de confinement, à des paniques environnementales, etc. Mais d'une part, effectivement, on ne sait pas du tout l'ampleur de ce phénomène. Moi, dans l'enquête que j'ai réalisée à l'INED, Coconel, donc Logement et conditions de vie en France, enquête nationale pendant le confinement, le critère d'avoir un espace extérieur, il arrive toujours en troisième critère et il n'a pas bougé. Derrière numéro 1, le prix, numéro 2, la commune, la localisation géographique. Donc, on a demandé ça avant le confinement, pendant le confinement. Il faut rester calme face au fait qu'on n'a pas de chiffres clairs aujourd'hui qui nous disent qu'il y a un frémissement sur le marché, et plus qu'un frémissement d'ailleurs, il y a une évolution massive de fuite des villes. Et donc là, c'est vrai qu'on a un certain nombre de numéros dans la presse nationale, hebdo ou spécialisée, qui nous dit les Français s'intéressent à la maison à la campagne. Mais d'une part, on ne sait pas, est-ce qu'ils regardent des annonces? Oui, mais est-ce qu'ils partent? Non. Et puis, dans les enquêtes qu'on a fait, nous, pendant le confinement, les gens qui s'y sont installés, qui sont d'anciens urbains, ils sont très peu préparés à y rester. Et ils n'ont pas spécialement envie d'y rester parce qu'en réalité, au bout d'un mois, 2 mois, ils sont complètement désemparés par un mode de vie dans lequel ils ne se retrouvent pas du tout. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est un peu prématuré pour dire, oh là là, on lâche la ville, on lâche la densité. Tout le monde veut de l'individuel. Sans compter que on est face à un paradoxe, un dilemme du prisonnier, comme on dit. C'est-à-dire que peut-être individuellement, les gens ont intérêt d'avoir leur jardin, leur espace vert, mais collectivement, on va droit dans le mur si on fait ça aussi. Donc, c'est des choix politiques, moi je dirais, pour rejoindre la table ronde d'aujourd'hui. Et puis peut-être qu'on n'a pas gardé en mémoire tous les récits. Je vous pique un de vos visuels, Sylvain Grisot, si vous voulez bien. On va montrer le visuel affiché là, sur les Gilets jaunes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement, que nous ont dit les Gilets jaunes en 2019 et avant, c'était quand même, justement, on a un problème de territoire. C'est pas si simple que ça de vivre éloigné des gros centres urbains parce que ça coûte cher en déplacement, qu'on est loin du lieu où on travaille et que finalement, la qualité de vie, à tous les niveaux, elle est parfois dégradée. Pardon. Et du coup, on peut se demander aussi qu'est-ce qu'on a retenu de ce récit-là. Peut-être qu'on peut aussi se dire, on a envie de proximité, mais encore faut-il pouvoir se la payer, la proximité. La clé du sujet, c'est ça. On a une explosion des valeurs aujourd'hui autour des grandes métropoles, dans les grandes métropoles au sens administratif, qui a un impact extrêmement important, notamment sur l'étalement urbain. Aujourd'hui, on régule et on organise finalement le territoire au travers de périmètres administratifs qui correspondent à nos métropoles administratives. C'est 24 communes à Nantes. Et pour autant, l'effet métropolitain, l'effet d'attractivité, c'est plus d'une centaine de communes. Et encore, on est sur un territoire qui a su aussi organiser peut-être un peu mieux qu'ailleurs, à certains moments en tout cas, l'aménagement de son territoire.
Les impacts sont importants. On a une question des valeurs. Donc, attention, c'est bien de parler du récit, mais il y a les réalités très concrètes. C'est est-ce qu'on fait bien la ville? Donc, est-ce qu'on fait une ville qui donne envie? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Et est-ce qu'on arrive à maintenir ce socle fondamental qui est simplement est-ce que je peux me le payer? C'est aussi ça qu'a montré le confinement. Hein. Oui, et sur ce thème de est-ce qu'on fait bien la ville, quand on parle de densité, vous l'avez dit, on se dit les gens ont peur d'habiter dans des grands collectifs, des grands immeubles en R+8. Et puis il y a Christine sur le chat qui nous dit comment casser l'image de la densité, source d'incivilité, voire de violence. C'est-à-dire qu'il y a tout ça aussi comme fantasme autour de la ville dense. Alors, ça veut dire que là, on est en train toujours de faire un amalgame entre grands ensembles, quartiers, criminalité, donc une forme urbaine qui amènerait un mode de vie. Il se trouve qu'on a cette forme urbaine-là de grands collectifs qui peut être aussi du très haut de gamme, sur lequel il n'y a strictement aucune question de violence qui est posée. Et en fait, c'est des quartiers qui sont sous-denses. Quand on regarde les chiffres, les quartiers de grands ensembles, c'est des quartiers sur lesquels finalement on loge peu de personnes. Parce qu'il y a des cohabitations beaucoup aussi. Non, parce qu'on a beaucoup de parkings en fait, tout simplement, parce qu'on a des espaces libres qui sont extrêmement importants. Oui, mais s'ils ne sont pas investis, si ces espaces libres, on n'en fait rien, s'ils ne sont pas, ils ne proposent pas quelque chose de particulier aux habitants. Ça veut dire qu'on peut avoir des quartiers qui sont des quartiers qui ne donnent pas ces images de densité, qui sont des quartiers y compris qui présentent du logement individuel. L'ennemi, c'est pas la maison, l'ennemi, c'est le lotissement de périphérie, parce qu'on ne peut pas se le payer, parce que notre environnement ne nous permet plus simplement de se le payer. On peut avoir des quartiers beaucoup plus bas et qui en fait logent beaucoup plus de ménages. Si on se pose la question de la présence de la nature, de l'organisation de l'espace public et une fois de plus, de la présence de la voiture sur cet espace public. Est-ce qu'on peut dire quand même que la densité n'est pas qu'une question de chiffres et de nombre de personnes ramenées au mètre carré, mais que c'est aussi souvent une question de ressenti ? On dit densité perçue souvent, et on s'aperçoit que la densité perçue, telle qu'elle est imaginée, pensée, n'a strictement aucun rapport avec la densité réelle. Mais le truc, c'est que les gens vivent la densité perçue. Oui, tout à fait. Donc il faut, voilà. C'est là qu'on a peut-être un petit problème à faire avancer. Juste à Anne Lambert, on peut parler de densité en zone pavillonnaire? Alors perçue, du coup, peut-être plus qu'autre chose, je ne sais pas. Ce sont des zones qui sont perçues, pour les enquêtes que j'ai faites en Île-de-France et en Isère, en tout cas parce que je travaille avec des statistiques, mais aussi des entretiens de terrain dans les lotissements auprès des élus. La densité perçue, elle dépend de la trajectoire résidentielle de l'individu, du ménage. C'est-à-dire quelqu'un qui est issu de la banlieue lyonnaise ou de la proche banlieue parisienne, le lotissement pavillonnaire, il est vu, périurbain, il est vu comme extrêmement peu dense, il est vu comme de la campagne en fait. Et inversement, pour les habitants locaux qui sont installés depuis plusieurs années, il y a quand même une densification de ces communes relative, l'arrivée de supermarchés, etc., qui leur donne au contraire l'impression qu'on est une urbanisation avancée. Donc on voit bien qu'ils ne sont même pas d'accord localement sur effectivement le niveau, le seuil de densité de ces territoires. Mais ça dépend encore une fois vraiment d'où on vient, du parcours qu'on a traversé pour arriver jusque-là. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que les enquêtes ne le font pas souvent, ni les sondages, ni les enquêtes en population générale. On ne suit pas les trajectoires pas à pas d'évolution, de mobilité des ménages et de ce qu'ils cherchent avant d'arriver à un logement donné, avant d'arriver en maison de lotissement périurbain. Quelles étapes, où ils sont allés sonner, qu'est-ce qu'ils ont visité comme logement, qu'est-ce qui leur était accessible, inaccessible. Ce qui permettrait de reconstituer vraiment de manière empirique, et cette fois pas essayiste, leur choix, la hiérarchie de leur choix en fait. Ils ont cherché où en priorité, ils ont consulté ils ont mis quels critères de choix, quel logement, etc. Et peut-être que si on voyait ça de près, on pourrait se rendre compte que leur premier choix était peut-être de vivre en plein centre-ville, mais que c'était juste pas accessible en termes de prix, pourquoi pas, et que du coup ils se sont retrouvés plus loin. Donc comme quoi... C'est pas seulement centre, si je peux me permettre un tout petit peu, c'est juste, excusez-moi, juste pour dire le centre, on a le mythe l'idée que tout le monde veut vivre en plein centre. Il y a une partie des emplois qui sont déjà périurbanisés parce que comme l'emploi, la géographie de l'emploi suit la même chose que les ménages, c'est les incitations financières, le foncier ou les moins chers, etc. Il y a un certain nombre d'emplois peu qualifiés, d'emplois de production, d'assemblage, de stockage qui sont déjà dans les banlieues ou les périphéries.
Et pour ces ménages-là, on voit il n'y a pas forcément un attrait d'aller se mettre dans le cœur de la métropole, parce que de toute façon, ce serait des migrations sortantes. Mais en tout cas, de rester pas trop loin dans les communes de proches banlieues, etc., plutôt que d'aller dans des zones rurales ou périurbaines éloignées, dans lesquelles ils n'ont souvent pas d'attache en réalité. Mais du coup, c'est ça, je veux dire, c'est pas non plus centre versus grande périphérie. Non. Il y a aussi tout ce pourtour des villes qui reste attrayant, qu'il faut rendre accessible. Et qu'il faut valoriser. Vous êtes OK avec ça ? Complètement. Enfin, je pense la question, c'est la ville dans sa globalité et le fait qu'on arrive à la fois à faire habiter en ville, à donner envie de ville, mais à donner ces choix-là, et surtout à que ce soit une vraie proximité, c'est-à-dire qu'on ait le choix de laisser la voiture au garage. Et si on prend le parcours résidentiel d'une famille, c'est-à-dire des gens qui s'installent, qui ont des enfants et qui veulent rentrer dans un processus d'acquisition. Parce qu'en France, c'est ça. Certains veulent une Rolex à 50 ans, mais on veut tous avoir un crédit à 40. On a des enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on regarde les tranches d'âge autour de Toulouse, par exemple, on s'aperçoit que la ville-centre de Toulouse n'attire que des étudiants. Toutes les autres tranches d'âge sont déficitaires. Et elles ne vont pas à destination de l'agglomération, de la métropole au sens administratif, elles vont vers la zone d'emploi. Et donc finalement, on constate dans les chiffres de façon absolument massive qu'il n'y a pas de solution pour des familles avec des revenus normaux. On n'est pas en train de parler de gens de grande pauvreté, etc. C'est simplement rentrer dans un processus d'acquisition. Est-ce qu'on a ces solutions-là ? En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la production de logements dans les métropoles, dans la globalité des métropoles, n'est absolument pas orientée vers du logement qui soit abordable, qui amène cet espace extérieur dont on peut se passer quand on est juste en couple, mais dont on ne veut plus se passer quand on a des enfants. Ouais. Et en même temps, il faudrait qu'il y ait le parc en face, il faudrait que la rue soit aussi un espace de jeu. Il faut que j'ai un extérieur, il faut que j'ai un espace commun, il faut que j'ai du végétal, tout ça pour mes enfants. Finalement, si on lisait la ville à hauteur d'enfant, là c'est un bon test. Est-ce qu'on fait la ville qui va bien ou pas ? Pas tout à fait encore. Alors, on va avancer un petit peu dans cette table ronde. Donc, le principe, on est sur un colloque sur la zéro artificialisation nette des sols à terme. Donc, on s'est dit, donc on sait qu'il va falloir densifier. Comment on va faire et comment on va s'y prendre ? Je vous propose d'écouter 2 interviews. On va commencer par une première interview, c'est celle d'Olivier Bessin. Il est directeur de Loire-Atlantique Développement, aménageur donc du département de Loire-Atlantique. On l'écoute et on se retrouve après. Ce qui est nouveau, c'est les conséquences et le changement de logiciel, de paradigme que ça impose à des aménageurs, et en particulier à Loire-Atlantique Développement, qui historiquement sur le territoire de la Loire-Atlantique, comme tous les aménageurs de France et même d'Europe, s'est construit sur un modèle, celui de l'extension, que ce soit l'extension urbaine ou l'extension commerciale. C'est plus long, c'est plus cher, ça nécessite de facto de revoir des choses. En fait, il faut mettre en œuvre les dispositifs réglementaires et veiller à leur articulation entre code de l'urbanisme et code de l'environnement. Les textes sont là pour la plupart, les outils financiers, eux, ne sont pas là. Compenser, on le fait déjà lorsque l'on applique strictement les dispositifs éviter, réduire et compenser. De facto, l'artificialisation des terres ne doit pas empêcher la construction de logements, mais revitaliser les bourgs, faire du renouvellement urbain, nécessite des moyens financiers adaptés, y compris pour la compensation. Ces solutions ne seront possibles que si il y a un engagement de l'État, des collectivités, pour accompagner, y compris par des dispositions fiscales, le renouvellement urbain dont les enjeux sont partagés aujourd'hui par un plus grand nombre.
Alors on sent bien que là, c'était Olivier Bessin, directeur de Loire-Atlantique Développement. Il y a une volonté, il y a aussi une espèce de désarroi. Olivier Bessin réclame des outils en disant le renouvellement urbain, on va pouvoir le faire et on a besoin de renouvellement urbain. Sylvain Grison, on est d'accord, mais il dit on manque d'outils. On les a. Moi, je pense qu'on les a. Et Anne Lambert est presque au fou rire, là. On les a. C'est cette question de passer de l'urbain. Je suis pas d'accord sur le constat. Pardon. Vas-y. C'était pour dire que je ne suis pas d'accord totalement sur le constat qu'il faut continuer à construire beaucoup de logements. On fait comme si c'était un acquis, ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est dramatique de se rendre compte que l'artificialisation des sols, c'est d'abord le logement. Et on construit beaucoup plus de logements aujourd'hui à un rythme beaucoup plus soutenu que la croissance de la population française et que la croissance des ménages. Et comme le rappelait tout à l'heure votre invité, il y a aussi une vacance du parc de logement qui est en croissance en France. Donc 8,5% des logements en moyenne sont vides, sont inhabités depuis plusieurs années. Et 80% du parc de logement individuel est sous-peuplé. Donc on a quand même beaucoup d'espaces bâtis qui font office de logement, qui sont vides ou inhabités. Donc avant de se demander est-ce qu'il faut construire à quel rythme, etc., et de trouver des solutions réglementaires ou des incitations financières, il faudrait déjà savoir pourquoi on construit, pourquoi, pour qui, à quel rythme. Et là, déjà, ce postulat, je pense qu'il faut le discuter. On entend toujours, il faut construire, il faut construire. Oui, il y a des enjeux d'emploi derrière, mais ça, c'est une question qui n'est pas une question de politique d'habitat, politique de logement des ménages pour répondre à leurs besoins en termes de besoins de scolarisation, de besoins d'emploi, de besoins de confort de vie, etc. Alors, merci Anne. Et Sylvain, vous étiez en train de dire, finalement, non, on les a, les outils. Oui, on a les outils, on sait faire, c'est-à-dire qu'on sait faire la ville sur la ville. Par contre, il faut qu'on assume le fait que c'est plus complexe, très clairement, et c'est d'autres métiers. C'est une autre façon de faire. Et en effet, ça commence par se poser la question du besoin. Est-ce qu'on peut éviter de construire, tout simplement, mais aussi éviter de déconstruire et aussi éviter de s'étaler. On a déjà beaucoup d'outils, on ne les a pas partout. On a parlé des établissements publics fonciers tout à l'heure. C'est évidemment important. On n'a pas des EPF puissants dans tous les territoires, mais surtout, c'est une question d'un côté de prise de conscience et de l'autre côté de compétence. C'est d'autres métiers, d'autres façons de les exercer, et ça, faut le diffuser beaucoup plus largement. Finalement, c'est pas un changement réglementaire, hein, c'est là-dessus où il faut pas tout attendre de Paris, parce que des changements réglementaires, il y en a eu beaucoup. Passer à l'urbanisme circulaire, comme je l'appelle, ça veut dire surtout changer de modèle. Et donc, c'est beaucoup plus fondamentalement un changement que simplement juste un changement sur les chiffres ou cette idée qu'on aurait un objectif à long terme. On va regarder cette question d'Azilise, dont j'ai oublié le nom. Selon vous, quels outils la puissance publique peut-elle mobiliser pour inciter les opérateurs à construire de l'habitat dense en milieu rural, périurbain? Question large de quelqu'un qui, je pense, a déjà des avis sur la question. Oui, je crois aussi. Je pense aussi. On est sur un colloque de professionnels. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on se dise que d'un côté, il y a cette idée de la contrainte posée sur l'étalement. Hein, si on veut en sortir, c'est aussi important. Et en même temps, tout est écrit dans la loi SRU il y a 20 ans. La loi SRU, c'était il y a 20 ans. On avait déjà dit qu'il fallait faire la ville sur la ville. Donc la question, c'est surtout comment est-ce qu'on pousse aux alternatives, hein. Et d'un côté, il faut arrêter. Il faut arrêter de s'étaler et il faut avoir une cohérence des politiques publiques. Et ça, là-dessus, je pense qu'au niveau territorial, avoir une vraie vision territoriale qui dit clairement, qui pose un cap en disant très clairement que la priorité est donnée au recyclage, à la construction de la ville sur la ville, et que par exception, quand vraiment on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire quand on a évité de construire, évité de déconstruire, évité de s'étaler, vraiment en dernier ressort, là on vient faire de l'étalement urbain. Mais ça, c'est intéressant. Le premier des outils, et juste pour dire ça, c'est de révéler les potentiels fonciers sur les territoires. Ils sont énormes. Ça vient d'être dit pour les logements. Oui. On a beaucoup de logements vacants, on a beaucoup de logements sous-occupés, mais c'est pareil pour des équipements. On a aussi énormément d'espaces fonciers qui sont densifiables. Il faut les répertorier. Il faut les répertorier, les mettre en avant et montrer que les alternatives sont possibles. On revient au chat après, mais avant, deuxième interview qu'on voulait vous faire écouter, c'est celle de Benjamin Hagenauer, le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers Pays de la Loire. On l'écoute. Le zéro artificialisation nette, c'est de faire attention à nos ressources, c'est de limiter
l'étalement urbain, mais ça n'est sans doute pas de le stopper. Il va falloir qu'on adapte une répartition entre les territoires détendus et les territoires très attractifs. Il faudra peut-être rendre des espaces naturels dans les cœurs de ville, dans les cœurs de bourg, si on décide de s'étaler un petit peu sur les extérieurs. Il va falloir que nous réfléchissions sans doute différemment. Qu'est-ce que c'est faire une acquisition foncière? Est-ce que c'est toujours une démolition suivie d'une construction? Est-ce que l'acquisition d'un bâti peut faire l'objet d'un rehaussement, d'une réflexion différente? Les friches industrielles, les zones un petit peu oubliées, délaissées, sont certainement l'un des enjeux principaux du ZAN. Il va falloir qu'on réinterprète la ville, une nouvelle fois en complémentarité des décisions politiques. Nous sommes là pour les accompagner aussi. Sur ces territoires qui aujourd'hui n'accueillent plus suffisamment de population, pas suffisamment d'activités, qu'elles soient commerciales, industrielles, économiques au sens large. Et puis il y a cette notion de ville du quart d'heure qui nous arrive de plus en plus, de se dire est-ce qu'au même endroit on peut trouver de l'emploi, de l'habitat, des services, des équipements. Pour bien travailler le ZAN, je pense qu'il va être très important que la politique foncière soit partagée, défendue, qu'elle soit aussi timée dans le temps, qu'elle soit planifiée et qu'on ne puisse pas faire de volte-face. Il va falloir que les élus s'engagent sur le long terme et que nous les accompagnions dans cette politique urbaine et foncière. Il va falloir que les élus soient volontaires et soient clairs, et il faut un cap, en fait. C'est un peu ce que nous a dit Benjamin Hagenauer là à l'instant. Ça appelle pas forcément votre réaction à vous deux. Tiens, par contre, celle-ci, oui, c'est une question posée par Michel Ménard, hein, qui est président d'Habitat 44 ici en Loire-Atlantique, qui nous dit: la dissociation de l'achat du foncier de celui de l'immobilier via un office foncier solidaire est une solution pour rendre l'accession à la propriété abordable là où l'immobilier est trop cher. OK avec ça, Sylvain Priseau? Non, elle est insuffisante. C'est-à-dire toujours plus. Non, mais ça peut être un bon point de départ ou pas? La vraie question, c'est pas l'outil. La vraie question, c'est la massification de l'outil qui fonctionne. Donc la question n'est pas tant d'avoir un OFS. La question est d'avoir un OFS qui devient un vrai acteur de production, c'est-à-dire qui massivement va apporter une offre. Aujourd'hui, on a un déficit. Et pour l'instant, on a peu d'OFS. Hein. Pour l'instant, on a peu d'OFS. Donc, c'est déjà bien de commencer par dire ça serait bien qu'on ait des OFS. Mais la question de la dissociation foncier-bâti, on peut l'étendre aussi à d'autres éléments. On travaille aujourd'hui sur le commerce, on travaille sur les zones d'activité. C'est vraiment une voie intéressante. Ça revient à quoi finalement? C'est se dire que dans un certain nombre d'offres, un certain nombre de territoires, en fait, la gestion par le pur marché, juste par le marché, ne fonctionne pas, ou en tout cas, elle n'a pas fonctionné ces 50 dernières années. Alors, on peut se dire, de façon idéologique ou pas, qu'il faut sortir du marché. Moi, je fais juste le constat que ça n'a pas marché. Donc, allons-y, et disons clairement les choses. Aujourd'hui, dans les métropoles attractives, on ne sait pas gérer, finalement, du logement abordable sans sortir la question foncière de l'équation économique. Donc allons-y, mais allons-y aussi sur d'autres objets qui sont des objets essentiels pour la vie en société. C'est le rez-de-chaussée commercial ou c'est, par exemple, les territoires de développement économique. Si à un moment donné, Anne Lambert, on se dit qu'il faut partager entre les territoires, y compris l'habitat et le logement, plus qu'on ne le fait aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de nom, qui s'appelle Anonyme, nous dit comment faire accepter la densité au sein des territoires ruraux. Alors, c'est vrai que cette question-là, elle est suffisamment posée. Je pense y compris à un territoire rural qui déciderait de créer un lotissement, de créer un lieu d'habitat collectif, voilà. La densité dans les territoires ruraux, en fait, historiquement est liée, puisque quand vous voyez le modèle des villes au 18e, 19e, l'habitat, il est dense hein, dans le centre-bourg. Les maisons ont des façades, des murs mitoyens. C'est plus tard qu'il y a ce mitage avec effectivement les lotissements ou des groupes de maisons individuelles un peu aux portes de ces bourgs ruraux. Comment faire accepter? Moi, je partage tout à fait le constat qui est fait, qui est que sans outils incitatifs financièrement, sans outils réglementaires et sans
effort de communication ou de formation, en fait, d'éducation des populations, on n'arrivera pas à un changement d'envergure qui fasse comprendre aux individus que le logement, c'est aussi très polluant et qu'il faut densifier. Dans le sondage que vous citez, là, c'est assez intéressant de voir que la fonction écologique du logement, la question sur le choix du logement, est-ce que vous choisiriez un logement écologique, dit écologique, ça arrive en 7e position après plein d'autres critères de choix. Mais je pense parce que précisément, l'association logement égale pollution, elle n'est pas faite, elle n'est pas claire, elle n'a pas été travaillée comme on le fait aujourd'hui avec l'alimentation, avec l'industrie, etc. Il faut expliquer que dans le logement, il y a logement et logement, il y a une façon de consommer du logement qui est responsable, qui est soutenable, et une autre qui ne l'est pas. Et il faut qu'il y ait des outils, exactement comme dans le commerce de proximité, le commerce séculaire, qui incitent les ménages, parce qu'ils ont leurs contraintes budgétaires aussi, à acheter du logement ancien, à requalifier dans les centres-bourgs plutôt qu'un logement neuf en périphérie, etc., que ce soit beaucoup plus cher, en fait, d'acheter du neuf et d'artificialiser des sols, plutôt que de densifier avec un certain coefficient d'occupation au sol ou d'occuper un logement ancien et de le restaurer. Aujourd'hui, les ménages, ils ont besoin aussi de cadres et d'incitations, de cadres réglementaires et d'incitations financières, au même titre que les promoteurs et la fédération des promoteurs le réclament, pour pouvoir orienter, s'ajuster. Parce qu'individuellement, ce que je disais tout à l'heure, ils ont peut-être intérêt à avoir leur jardin, etc. Mais collectivement, on voit que ce n'est pas une solution soutenable pour les collectivités, les finances locales, mais pour des enjeux écologiques, etc. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a le problème d'arriver à la maturité des lotissements des années 70, avec la rétrocession des voiries aux collectivités. Elles peuvent tout payer pour entretenir le goudron, les lampadaires, etc. Ça coûte hyper cher et ça dessert très peu de logements. Donc, c'est un modèle qui n'est pas soutenable pour les collectivités de plein de manières différentes. De la même manière, il faut également un cadre renforcé. On ne pose pas toujours la question non plus de la durabilité des constructions d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles seront dans 30 ans, à quoi elles ressembleront, et on se retrouvera peut-être avec un autre fardeau sur les bras. Posons la question. Aujourd'hui, ça fait partie des cadres et des évolutions qu'on doit imaginer. C'est comment on construit aujourd'hui pour au moins 50 ans, c'est-à-dire comment on exige, et notamment dans le cadre de la construction publique, comment on exige d'avoir des bâtiments qui seront évolués, accompagner les changements d'usage, etc., etc. On le voit notamment pour les infrastructures de santé, sur lesquelles il y a des changements d'usage très rapides. Comment on fait pour avoir une trame, une trame qui, elle, est pérenne. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bâtiment, il devrait avoir 7 vies et en plus anticiper sa fin de vie. Comment est-ce qu'on fait des bâtiments qui savent avancer ? On sait faire. Il y a en effet des surcoûts, mais la suroptimisation... Quand vous dites on sait faire, ça veut dire qu'il y a des expériences qui sont menées ou qu'on l'a déjà fait par le passé ? On l'a déjà fait, on a transformé des bâtiments. On construit aujourd'hui des bâtiments qui, dans leur trame structurelle, dans leur organisation architecturale, mais aussi dans leur cadre juridique, comment on organise une copropriété, par exemple, pour qu'elle puisse évoluer. On sait faire des objets qui vont pouvoir être pérennes dans le temps, et on sait que l'équation environnementale, mais aussi économique, elle est favorable. Et surtout, derrière, ça évite quoi ? Ça évite les friches. Donc on est sur un cap, mais là, c'est un très bon exemple d'un vrai retournement qu'il doit y avoir. La question, c'est pas comment rendre acceptable la densité dans le rural. Aujourd'hui, c'est comment déjà on arrête d'artificialiser dans le rural. Le rural, c'est 2% des ménages en plus en France et c'est 10% du foncier consommé. On a 25% du foncier consommé pour l'habitat qui est consommé dans des communes qui perdent des habitants. Donc, ce n'est pas qu'il faut qu'on réduise un peu, c'est qu'on est sur une absurdité. On est aujourd'hui sur un fonctionnement qui dysfonctionne complètement et qui n'est pas là pour répondre à des besoins, mais qui est sur une forme d'emballement, comme on l'a vu pour les zones commerciales. Thierry Gouin nous demande, l'exemple n'est-il pas la densité des centres-bourgs anciens construits avant la voiture ? Je ne sais pas quelle était l'idée qu'avait Thierry Gouin en tête. En tout cas, c'est peut-être cette idée, alors on revient à la ville du quart d'heure, mais qui est une ville de la proximité, tout simplement, qui est un vieux thème, mais on va retrouver même dans la ville américaine d'avant la voiture et la ville nord-américaine qui est organisée pour le tramway électrique, sur lequel, en effet, on a une organisation de la ville qui fait que on est soit près du transport en commun, soit près du travail et des services. C'est un peu cette ville de la proximité dont visiblement les gens ont envie. Tout à fait. Après, il faut qu'on invente un modèle non pas de retour en arrière, mais d'avancer vers le futur, pour revenir à votre film. C'est quoi aussi cette ville écologique qui est aussi une ville de la proximité ? Elle est aussi différente de cette ville du début du XXe siècle.
Anne Lambert, et vous pourrez répondre aussi Sylvain Grisot, mais moi j'ai quand même l'impression dans toutes ces réflexions et tout ce qu'on se dit depuis ce matin, là, depuis le début de ce colloque, que l'habitant dont on parle beaucoup, il subit pas mal quand même, hein. C'est-à-dire que ses choix sont tout de même assez limités, hein. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, il subit le prix de son logement, le lieu de son travail, le temps de trajet, etc. etc. Est-ce que, et puis tout ça parfois, alors je me risque à le dire, mais sans vision même un peu globale de là où on veut l'emmener. Est-ce qu'on manque pas un petit peu à la fois d'ingénierie sociale, à la fois de vision à transmettre à la population pour aussi lui permettre parfois de faire des choix plus éclairés? Il faut une vision, mais il faut effectivement une réflexion de long terme, de fond sur l'aménagement du territoire à l'échelle des communes, des intercos, mais même de l'espace métropolitain. On voit aujourd'hui la région Île-de-France complètement hypertrophiée, saturée, en contexte sanitaire encore plus dramatique. Et puis, c'est quelques métropoles secondaires qui émergent, mais effectivement, on a encore un modèle très spécifique de croissance urbaine, mais on n'a pas effectivement de discours. Mais aussi, il ne faut pas seulement des discours, il faut des propositions, des exemples, et vous le faites très bien à l'échelle du département, de ce qui marche comme forme de densification, ce qui est soutenable financièrement pour les ménages, ce qui est désirable pour les familles, parce que ce qu'on se rend compte effectivement, ce dont on se rend compte avec l'installation dans le périurbain, c'est que très rapidement, les enfants, aujourd'hui, l'option de passer par l'enseignement supérieur, mais ce n'est plus une option pour les familles, les enfants atteignent ce niveau-là et aspirent à faire des études, ils ne peuvent plus après partir dans les villes, s'installer, faire leurs études, etc. Donc, je pense qu'il faut effectivement repenser l'accès. En fait, c'est des vases communicants. De toute façon, ce n'est pas seulement la densification dans les zones périurbaines ou rurales, c'est aussi l'aménagement d'une densité acceptable, agréable dans les grosses métropoles qui sont aujourd'hui des figures parfois repoussoires, y compris en contexte de crise sanitaire. Mais de rendre cette ville désirable et accessible financièrement pour tout un tas de familles populaires ou de classe moyenne stable. Effectivement, on ne parle pas que de la grande exclusion. Mais il y a beaucoup effectivement de choses à faire et ce sont des vases communicants, les marchés du logement. Donc, ce n'est pas opposer un territoire versus un autre, c'est garder en ville, faire revenir en ville des ménages parce qu'aujourd'hui, on a des parcours conjugaux qui sont beaucoup moins linéaires. On se sépare, on peut se remettre ensemble. Les enfants, enfin, des familles recomposées, je veux dire, on a des formes d'emploi, on est beaucoup plus mobile dans l'emploi, donc on n'est pas statutairement lié à une entreprise et à un site de production fixe au cours de la vie. Il y a plein de facteurs de mobilité et l'installation en propriété dans le rural ou le périurbain rend très compliqué ces ajustements de trajectoire au cours de la vie. Donc ça, c'est sûr qu'il faut à la fois proposer un discours d'aménagement qui corresponde aux besoins réels des populations, des ménages, notamment des ménages d'âge actif, parce que c'est aussi cela dont on parle, hein, et des offres concrètes, effectivement, désirables, des exemples qui marchent, qui sont accessibles, qui fonctionnent pour les ménages. Il y a peut-être un thème sur lequel on n'a pas été très très clair parce que Cyril Roussel nous dit, au cours des tables rondes, l'impression est que les friches sont vues négativement. Comment intégrer celles-ci dans la densification pour préserver la biodive? En réalité, on n'a pas cessé de dire que les friches industrielles, que ce soit en plein milieu urbain ou en périurbain ou en rural, étaient des véritables opportunités de renouvellement urbain. On est à peu près tous d'accord là, sachant que quelqu'un d'autre nous disait oui, mais attention, parfois elles sont devenues des vraies... elles sont d'une richesse en biodiversité très très importante, donc il ne faut pas non plus tout de suite aller reconstruire dessus. Bon. Mais en tout cas, ça fait partie des potentiels fonciers dont vous parliez, Sylvain Grisot, toutes ces friches. Bien sûr, mais pas seulement. C'est-à-dire que la question de la friche industrielle spécifiquement, on y travaille depuis longtemps. Mais il n'y a pas que ça comme friche. Il y a aussi des délaissés. Il y a les futures friches commerciales qui arrivent. Et puis, on a d'autres secteurs qui peuvent se développer. Et en effet, le futur d'une friche, ce n'est pas nécessairement le redéveloppement urbain. Non. Éventuellement, ça peut être un retour à la nature. Ça peut être aussi des formes de laisser-faire. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire aussi avoir un futur non bâti pour ces espaces qui étaient des espaces urbains. C'est la fin de la boucle, de ma fameuse boucle de l'urbanisme circulaire. C'est à certains moments où on peut revenir finalement non pas à la situation initiale, parce que ça on ne sait pas faire, il ne faut pas se leurrer. La compensation et la renaturation qui ramènerait un sol à sa qualité originelle, ne nous mentons pas. Il faut surtout beaucoup de temps. Non, en fait, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc, c'est aussi un des faux messages qui peut être véhiculé par l'idée du zéro artificialisation
net, hein, c'est dans ce net avec il y a l'idée cette idée de la compensation donc on ne maîtrise pas aujourd'hui, hein, donc il faut avant tout éviter, oui, alors là, éviter. en revanche, j'ai souvenir qu'au colloque de l'an passé, des écologues disaient on ne maîtrise pas, mais attention, il y a quand même de vraies pistes. On a quand même, si on se donne le temps et les moyens, on est capable de renaturer pour de vrai, mais après en fichant la paix, si vous me permettez l'expression, à la zone dont on parle. Bien sûr. Donc on ne peut pas non plus avoir un discours trop catégorique en disant... Tant qu'on est tous d'accord sur le fait qu'avant tout, il faut éviter, à la fin du cycle, on peut compenser. Mais il ne faut pas commencer l'équation par compenser. Je renvoie juste au rapport sur ce point-là de France Stratégie 2019, un rapport qui est très très bien fait, qui est accessible en ligne sur zéro artificialisation nette. Il chiffre le coût au mètre carré effectivement de la renaturation des sols. Et ça, effectivement, ça existe, c'est faisable, c'est long, mais c'est surtout très coûteux pour les collectivités ou les personnes qui le prendront en charge. Donc une illusion qu'on peut construire et effectivement renaturer à côté ou compenser, ça a un coût bien plus évident, bien plus fort que d'éviter de construire a priori pour avoir à renaturer derrière, quoi. Alors, on a pas mal, on va bientôt arriver à la fin, donc je ne peux pas tout relayer, mais plusieurs personnes, dont Thomas Charrier, nous reparlent de la question de l'inventaire à la disposition de la puissance publique, hein, des terres disponibles. Ça a été beaucoup dit, ça avait été déjà beaucoup dit l'an passé, et depuis ce matin on l'a redit, c'est vrai qu'on manque probablement d'outils pour avoir un inventaire précis du foncier disponible, donc il va falloir que ça avance probablement. Et puis les urbanistes, c'est Benoît Richard, encore très actif, qui nous dit: les urbanistes et les géographes n'ont-ils pas été les grands oubliés du process de décision de l'aménagement du territoire ? Ou peut-être qu'ils ont laissé faire, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, le fait est que ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas pris les rênes. Donc, soit ils ont laissé faire, soit ils ont été mis de côté. Mais peu importe. Là, la question aujourd'hui, c'est pour les 50 prochaines années, de vraiment se mettre à niveau en termes de compétences pour reprendre les choses en main et écrire, finalement, faire cette ville de la proximité dont tout simplement on a besoin. Et d'ailleurs, Martin Bocquet répond à la personne sur l'inventaire en disant que sur les friches, il y a au niveau national un site qui s'appelle Carte aux friches, mais qui n'est pas complet et qui est en cours d'évolution. Voilà. Non, c'est tout à fait insuffisant. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Voilà. Mais c'est là, ça a le mérite d'exister, il faut le faire évoluer. Après, ça pose une vraie question, c'est comment est-ce que localement, et ça c'est la compétence des élus, hein, et c'est la responsabilité des élus locaux de faire ce recensement, pas que des friches, mais de l'ensemble des potentiels densifiables, hein, des potentiels d'usage, y compris dans leurs équipements publics, mais aussi comment est-ce qu'on rend tout ça interopérable au niveau national de façon à pouvoir dialoguer et donner de la visibilité aux acteurs de la fabrique de la ville. Et puis, Mairie, je m'adresse à Mairie. Je pense qu'on ne s'est pas compris, nous, sur le plateau et vous, puisque vous dites pas un peu trop facile de se fonder sur ces pseudo-compensations pour éviter les évitements. Je crois que Sylvain Grisot nous a à peu près dit le contraire. Justement, on allait en priorité éviter parce qu'on ne sait pas très bien ou suffisamment bien compenser pour l'instant. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Philippe Grosvalet, le président du département, tout à l'heure. Je regarde, je crois qu'on va s'en tenir là. Est-ce que on a oublié un truc hyper important, Anne Lambert ou Sylvain Grisot, qu'on aurait, parce qu'on arrive à la fin de la table ronde, mais je vous donne l'occasion de développer une dernière idée, si vous le souhaitez. Voilà, Sylvain. Ouais, juste un mot pour dire que beaucoup de choses est dans la main des citoyens, quoi qu'il en soit. Hein. Encore faut-il leur donner... Les citoyens, comme je l'ai dit, quand même, les citoyens votent tous les ans ou presque toutes les années et 7 millions de Français déménagent tous les ans, 1 million changent de région. Donc quelque part, ils votent aussi avec leurs pieds et ils font des paris sur l'avenir dans la localisation de leur habitat. Il faut que chacun, et notamment les élus, donne de la visibilité aux gens pour que quelque part, ils fassent les bons choix, mais on prend tous des décisions. Donc, on a besoin des professionnels, des élus, mais aussi des citoyens dans cette bascule-là. Et d'ailleurs, Hélène Wagner, alors c'est marrant quand on dit que c'est fini, là, sur le chat, tout le monde arrive là. Mais on ne va pas pouvoir, hein, je vous le dis tout de suite, arrêtez-vous parce que c'est fini. Mais Hélène Wagner-Popov nous dit, on n'a pas du tout parlé du mode de vie qui est soutenu. Si, quand même un peu, mais c'est vrai qu'elle a raison, Hélène, de nous dire, tout est là quand même, Anne Lambert, et pour conclure, ça va peut-être être ça. On peut faire toutes les projections qu'on veut, mais il faut se poser la question, ce qu'on a fait sur le développement économique, ce qu'on a fait aussi ce matin, quel modèle et quel mode de vie on prône pour demain et on privilégie? Oui, c'est la question du mode de vie, c'est-à-dire à la fois de l'aspect matériel, c'est-à-dire comment
on soutient économiquement les ménages qui veulent effectivement accéder à de l'individuel, avoir des mobilités, etc., dans un contexte où ça coûte de plus en plus cher. Et en même temps, on crée quelque chose collectivement soutenable pour les collectivités, du point de vue des finances, du point de vue de l'environnement, etc. Donc moi, je plaide pas seulement effectivement pour un vote avec les pieds, c'est-à-dire que les gens votent avec les moyens qu'ils ont aussi. C'est un travail d'éducation et surtout d'incitation financière, d'aide très forte en fait pour les ménages à s'installer dans de l'habitat ancien, à réhabiliter et à le rendre plus désirable ces centres-villes, au lieu de dire laissez-le se vider, etc. Non, en fait, la centralité, la ville à 15 minutes à pied, c'est d'abord en habitant avec des voisins de part et d'autre de chez soi. Et c'est l'avenir, en fait, de nos sociétés. C'est le sens de la vie en société, en fait, quand même, quelque part. Complètement. Et puis, l'ALOS, je sais, ça va être un pseudo, j'en sais rien, qui nous dit « Les citoyens viennent trop peu voir les commissaires enquêteurs lors des enquêtes. Pourquoi ?» Peut-être qu'on leur en parle mal de ces enquêtes aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Anne Lambert, d'avoir été avec nous en direct pendant toute cette table ronde. Sylvain, un dernier mot, vous vouliez montrer le bouquin ? Ah oui. Allons-y, ben oui, quand même, ça vaut le coup. Sur l'urbanisme circulaire. Voilà, donc sur urbanismecirculaire.fr pour parler de ce changement de modèle en tout cas. Grand merci à vous d'être venus pour ce débat. Restez avec nous 5 minutes encore, c'est l'heure de la conclusion. Vous pouvez retirer votre masque, Philippe Grosvalet, c'est bon, maintenant que vous êtes assis. La conclusion, c'est avec vous, hein. Vous l'avez voulu, ce colloque, hein. Et ce thème du principe de ZAN, vous le portez, voilà, vous avez dit, moi, en tant qu'élu, je veux le défendre. Qu'est-ce que vous retenez du colloque d'aujourd'hui? Mission accomplie, vous ne regrettez pas de l'avoir tenu coûte que coûte? La mission n'est pas accomplie, non, puisque sur le... ce qu'il nous reste à faire pour atteindre cet objectif est colossal, mais c'est une étape supplémentaire en tout cas. Ce n'est pas une conclusion que je voulais apporter, c'est plutôt des remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé, bien sûr, les intervenants, on a eu des interventions de très grande qualité, toutes celles et ceux qui ont contribué, vous, mais aussi, je pense, au service du département et à toutes celles et ceux qui ont connu la préparation de cette journée, je le dis pour toutes celles et ceux qui ont participé, hein, entre confinement, déconfinement, reconfinement, je vous assure qu'ils ils ont eu quelques sueurs froides, donc merci à toutes et tous. On a fait la démonstration, puisqu'aujourd'hui, plus de 700 personnes se sont connectées tout au long de cette journée, entre 300 et 400 simultanés en permanence, plus de 300 questions, 312 questions, je crois. 341, là, tout 341, de suite, parce que j'ai le décompte des questions. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je sais, désolé donc pour toutes celles et ceux qui étaient inscrites à ce colloque. On aurait préféré évidemment se retrouver dans une salle. On a fait la démonstration qu'il y avait urgence, donc on ne pouvait pas reporter ce colloque. Et j'espère que l'an prochain, nous pourrons à nouveau nous retrouver pour une 4e édition, en avançant toujours plus, en apportant des solutions concrètes, hein, comme on a pu le faire aujourd'hui. Et je pense que cette répétition va contribuer à la fois à la prise de conscience sur cette nécessité, mais à la fois aussi à construire des outils, des lois, des textes qui nous permettront d'avancer partout en France et particulièrement en Loire-Atlantique. Donc merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Philippe Grosvalet, et je rajoute, si vous le permettez, un grand merci aux équipes techniques d'Emstream qui ont rendu ça possible dans ces très beaux plateaux à Nantes, parce que c'est vrai que voilà, c'était un défi, et puis vous avez vu, vous qui étiez si nombreux à nous regarder, c'était vivant, voilà, c'était peut-être, quelqu'un dit, ça se trouve, c'était peut-être même plus vivant que sur une scène dans une salle. Alors, vous voyez, maintenant, on va tout faire en semi-présentiel, semi-distanciel. Grand merci pour votre attention et puis peut-être à une prochaine fois. Portez-vous bien.